Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici à la case des Globetrotters, Paris 14e. C'est bien ça. Ouais. Comment vas-tu Nicolas Aubert? Super, et toi? Eh ben écoute, je suis vraiment très ravi de te voir ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Tu vas nous parler d'un projet que tu as fait pendant un an avec ton ami d'enfance de Rouen, Mathieu Tordeur. Vous avez fait donc un tour du monde, un microcrédit en 4L. C'est quoi ce délire en 4L, de faire un tour du monde comme ça? Alors microcrédit en 4L, c'est ce qu'on a fait pendant un an et c'était un tour du monde en 4L pour promouvoir l'entrepreneuriat par le microcrédit. Mais comment ça vous est venu en fait ce projet? Vous avez voulu un jour faire un tour du monde parce que tu es un passionné de voyage, et pourquoi spécifiquement en 4L? Avec Mathieu, en fait, on est vraiment des amis d'enfance depuis toujours. On a commencé par construire des cabanes dans nos jardins, on était longtemps scouts ensemble, on est parti au Népal dans un projet solidaire et on a toujours parlé de grands voyages et on s'est dit qu'on ferait un tour du monde. Et on a réfléchi à tout ça et on s'est dit on va faire un tour du monde, mais on va rajouter quelque chose, on va le faire en 4L, ce tour du monde. Et il manquait quand même quelque chose encore, quelque chose d'un peu plus fort. Vous aimez bien les choses compliquées, j'ai l'impression. Ouais, on a toujours un peu poussé le truc un peu plus loin, on s'est dit on va le faire pour les microcrédits. Et c'est-à-dire qu'en fait on a levé des fonds avant de partir, on a soutenu des micro-entrepreneurs via des assos en France. Alors je coupe 2 secondes, quand tu parles de lever les fonds, c'est un budget de combien un an avec une voiture pareille? Ok, donc le total c'est un budget de 50 000 €, il y a eu 25 000 € de voyage et 25 000 € pour le microcrédit. D'accord. Donc, alors le microcrédit, c'est un dossier qui se constitue comment? Lorsqu'on veut vraiment financer un projet pareil, comment ça se passe? Alors en fait, c'est des personnes qui sont exclues du système bancaire classique, qui sont dans les pays en voie de développement, et elles ne peuvent pas avoir accès aux banques qu'on connaît tous, parce qu'elles sont trop pauvres, elles n'ont pas de garantie, c'est des prêts trop faibles, et les banques ne veulent pas leur faire confiance. Et du coup, elles ont quand même besoin d'un capital de départ pour démarrer ou développer une activité, et dans ce cas-là, elles se retournent vers des institutions de microfinance, qui sont des sortes de petites banques. Et nous, on a travaillé avec des institutions de microfinance qui travaillent de manière sociale et solidaire, c'est-à-dire qui accompagnent les micro-entrepreneurs, c'est des social business. Et donc, du coup, nous, on a reversé des fonds à ces IMF sur place qui travaillent bien. Et parce que nous, on n'a pas la capacité de sélectionner les IMF qui travaillent bien, on est passé par 2 associations françaises de microcrédit qui s'appellent Baby Loan et Entrepreneurs du Monde. Et ces associations ont des contacts dans le monde entier d'IMF qui travaillent bien. Donc comme ça qu'on a reversé les fonds aux micro-entrepreneurs. Vous êtes parti à 2 en 4L, la 4L elle devait être chargée à bloc, il y avait quoi dedans? Il y avait dedans, on a fait tout l'arrière de la voiture, on l'avait enlevé, on avait construit une structure en bois, le papa de Mathieu a construit une structure en bois, et avec tout le matos dont on avait besoin, ou surtout qu'on pensait avoir besoin, on n'a pas servi de la moitié finalement, et il y avait donc tout un matériel de camping, donc une petite tente, une petite table, les chaises, un réchaud, une petite cuisine et toute une grosse partie mécanique avec des pièces de rechange, des trousses à outils, une grosse caisse à outils. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour faire un tour du monde, mais c'est assez difficile d'imaginer ce dont on a besoin avant de partir et on se rend compte que finalement on avait pris beaucoup trop de choses. En gros, c'était votre camping-car, du coup vous n'allez pas chez l'habitant forcément dormir, vous étiez vraiment directement dehors. Alors les continents, quel a été vraiment l'itinéraire en rentrant pas forcément dans les grandes, simplement dans les grandes lignes? Ouais. Alors on a fait Rouen-Reims. Ensuite Reims-Stuttgart. Heureusement j'ai dit qu'il ne fallait pas faire les détails, mais vas-y continue. On a fait Rouen jusqu'en Inde. Ouais. Mais là on a fait Rouen jusqu'en Iran. Et là, on va la refaire. On va la refaire, vas-y. On a fait Rouen jusqu'en Iran, et en Iran en fait, on a décidé de ne pas traverser le Pakistan, qui était au départ le projet, c'était de faire Iran, Pakistan, Inde. On a décidé de ne pas y aller finalement, et on s'est dérouté pour des raisons de sécurité. Et on s'est dérouté vers Dubaï, au sud de l'Iran. Là on a envoyé la voiture en cargo de Dubaï en Inde. Ouais. Ensuite, on a fait un grand tour. du sud, Bombay. Donc, ok. Donc un peu du milieu. Okay. On a fait un grand tour en Inde, passant par le Népal. Donc on a fait Bombay, Calcutta, donc de l'autre côté de l'Inde. Et là, on s'est retrouvé encore une fois bloqué par un pays qu'on ne pouvait pas traverser, donc la Birmanie. Et du coup, on a envoyé la voiture directement de Birmanie à San Francisco en cargo. Donc c'est Birmanie, San Francisco. Ouais. Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas continué un peu vers l'Asie du Sud-Est jusqu'à... C'est que ça prenait 6 semaines sur le cargo. Et du coup, nous, on est allé en Asie du Sud-Est en sac à dos. Et à moto, on avait loué des motos et on a rencontré des micro-entrepreneurs, on a rencontré des partenaires et on s'est baladé. On a retrouvé notre voiture en janvier aux États-Unis. Et là, on a descendu une bonne partie de la panaméricaine en faisant États-Unis, Amérique centrale, pas mal l'Amérique du Sud, et on est allé jusqu'à Rio. Et après, on a fait Rio-Dakar en cargo, et là, cette fois, on est monté sur le cargo avec la voiture, et on est remonté du Sénégal à la France cet été.
Bon, un an pareil, avec autant de rencontres, autant de pays traversés, voyagés, je pense que vous êtes revenu avec du contenu pour faire un projet, pour continuer à faire vivre un petit peu ce voyage. Et ce contenu, c'est quoi ce projet maintenant depuis le voyage? Ce contenu, c'est près de 30 000 photos, donc beaucoup de photos, beaucoup de textes. Suite à une première sélection ou pas déjà 30 000? Non, 30 000 c'est... Ok, en tout. Ouais, mais enfin, il y a quand même des sélections parce qu'il y a des photos ratées, mais 30 000 photos. Beaucoup de textes, beaucoup de vidéos, et on a un gros projet là de livres photos orientés autour du voyage et du microcrédit. Donc on réfléchit à comment articuler tout ça pour faire ressortir le microcrédit, c'est quand même une partie très intéressante du voyage, et aussi un peu les anecdotes un peu croustillantes de la 4L. Et on est en pleine rédaction. Donc en fait là pour l'instant donc avec ce retour là vous avez donc ce projet de livre, vous êtes à fond dans cette écriture là. Suite à ça, est-ce que avec tous les rushs que vous avez ramenés, je pense qu'il y a encore peut-être d'autres petites choses ailleurs, non? Sûrement, on aimerait bien avec tous les rushs, après pourquoi pas faire un film. D'accord. C'est un autre projet à plus long terme. Comment on revient, on ressort de ce voyage? Quelle est la vision aussi de sa famille, de ses proches? Tu es encore étudiant, tu es ingénieur, c'est bien ça? Quel est le regard que tes potes, que ta famille ont sur toi, ainsi que Mathieu, depuis votre retour? C'est assez intéressant comme question. Je pense que on a vraiment grandi pour eux, je pense. On n'est plus moi je suis le dernier de la famille, et on n'est plus le petit frère ou le petit dernier. On devient, le fait de partir comme ça un an, je pense que ça les a un peu impressionnés, et du coup ils se sont dit bah ouais c'était une forme de fierté aussi. Et en plus ils nous ont toujours dit que ils avaient voyagé grâce à nous, et ça c'était aussi quelque chose d'assez fort, quoi. Jamais aucune galère avec la voiture pendant ce tour du monde? Bah si. La plus grosse galère, si j'avais malheureusement qu'une seule galère, puis après ici on va parler aussi du bonheur, mais on va dire la galère. Pourquoi la galère? Parce que c'est vrai que bon, avec la mécanique ça peut vraiment jouer pas mal. Et il n'y a jamais eu de très grosse galère, dans le sens où il n'y a jamais eu de choses qui nous ont dit bah là il faut qu'on arrête le voyage. C'est toujours des petites galères, on a toujours réussi à surmonter le truc. On a cassé en fait rapidement en Inde une pièce des suspensions à l'arrière. On a fait préparer la voiture, très bien les suspensions avant et le moteur, mais pas les suspensions arrière qui étaient d'origine. Et du coup ça a cassé, et ça nous a suivi pendant tout le reste du voyage. Et on avait un problème en fait quand ils ont ressoudé, les pneus n'étaient pas alignés, les roues arrière, et du coup on usait des pneus très rapidement, on touchait la carrosserie avec les pneus, et ça c'était un peu embêtant. Et en fait quand on voyage en voiture, on se rend compte que tout va bien tant que la voiture va bien, et dès que la voiture va mal, c'est bordel. Ouais, ça influe directement sur nos caractères, et on sent qu'une tension, pas une tension, mais on sent que l'ambiance est moins fun. Ça a joué quand même pas mal sur votre caractère, sur votre complicité avec Mathieu? Non, je pense que notre complicité justement a permis de surmonter ces problèmes. D'accord. Ça nous a soudés, ouais. On s'est pas du tout pris la tête, et je pense que c'est grâce à cette complicité et à notre humour totalement commun qu'on a pu surmonter ces galères qui sont devenues justement des petites galères grâce à ça, quoi. Alors après la galère, quelle a été la meilleure rencontre ou le fait le plus positif de ce tour du monde pendant le tour du monde? Le fait le plus positif, c'est qu'on l'a bouclé sur du monde, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Et les moments qui resteront toujours gravés dans notre tête, je pense que c'est le Salar de Uyuni en 4L. On était tout seul dans le Salar. C'était incroyable, on était dans ce désert de sel, à conduire à la boussole, et avec aucun horizon, avec l'horizon parfaitement net. C'était vraiment un moment incroyable. On a passé 5 jours en autonomie dans le Salar, donc avec la bouffe, l'essence et tout. Et sinon, les autres moments incroyables, c'était aussi le cargo. C'est une expérience de passer 15 jours sur un cargo à traverser l'Atlantique. C'était assez fort. La route en Inde, ça c'était plus la prise de tête, et sur le moment c'est un peu compliqué et on peut devenir fou, mais rétrospectivement on se dit que c'était un moment assez fort du voyage aussi. Pour continuer à voyager avec ces récits, avec vos récits, même avec Mathieu Torder et Nicolas Aubert, je vous propose et je vous conseille d'aller sur leur site internet qui s'affiche ici, microcrédit en 4l.com. On est bien, là, je pense que si tu fais comme ça, ouais, voilà, il est juste ici. Tu as un Facebook également, ouais. Il s'affiche également avec donc le site internet. Merci à toi Nicolas d'être venu, et j'espère qu'on pourra justement se revoir une prochaine fois pour la sortie de ce livre. Tu cherches un éditeur a priori? Oui, on a des bonnes pistes avec un éditeur déjà, mais on peut en discuter. Et donc on te retrouvera donc à ce moment-là, on en reparlera. Merci encore à toi et à très bientôt. Ok, merci à vous. Au revoir. Au revoir.